Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Martin Blais, je suis titulaire de la chaire de recherche sur les diversités sexuelles et la pluralité des genres. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pablo Andrés Astudillo Lizama, qui est professeur adjoint en politique éducative à l'Université Alberto Hurtado à Santiago, au Chili. Ses recherches portent sur la sociologie de l'inclusion, de l'éducation, du genre et de la sexualité. Et il va nous parler aujourd'hui de ses travaux sur les transformations socioculturelles du genre dans l'art drague au Chili. Pablo, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et je te cède la parole sans plus tarder. Ok, merci beaucoup Martin, merci à tout le monde qui est ici cet après-midi. Je vais vous présenter un peu le résultat de mes recherches conduites au Chili dans les dernières années autour de la question du drag, mais surtout c'est un projet de recherche en sociologie, même si je travaille dans un département de sciences de l'éducation, je suis sociologue et plutôt intéressé sur la question des transformations socioculturelles du genre. La plupart de mes recherches sont placées, on dirait, dans le milieu scolaire, mais ces projets-là, ce projet que je vous présenterai, pardon, et c'est plutôt lié à ces pensées, surtout autour de la question de comprendre les transformations socioculturelles du genre au Chili, et à mon avis, étudier le tract, ça fonctionne comme une espèce de miroir pour mieux comprendre les normes sociales autour du genre et, d'une certaine manière, secondaire, dans ce cas de sa recherche ici, sur la question de la sexualité aussi. Étant donné les changements sur la question genre et sexualité au Chili depuis les années 90, et aussi mon intérêt personnel sur la question du drag, la question de goût, c'est que je pensais ce projet autour de transformation socioculturelle de drag au Chili. Et donc, je vais partager avec vous une petite présentation euh, que j'imagine que vous arrivez à voir maintenant. Sinon, vous me faites signe et on continue. Et donc, euh, le titre de cette présentation, comme on a été déjà euh, communiqué, s'appelle Délimitation de l'individuation, les transformations socioculturelles du genre dans l'art drag queen, on ajouterait au Chili. Euh, D'une certaine manière, ce que je vais vous montrer, c'est ces changements autour de la question de comment la question de l'individuation devient de plus en plus importante pour comprendre non, pas seulement la question du drag, l'art de drag et de drag queen, mais aussi la question de l'importance donnée à l'expression de genre pour comprendre le positionnement de ces individus dans la société chilienne en général. Euh, le projet, d'une certaine manière, va montrer ce type de transformation et cette réflexion autour de comment comprendre la question d'expression de genre aujourd'hui. Et donc, voilà. La plupart du temps, on dirait, si on voit la question drague, comment au moins a été traitée au Chili, on voit ce type de projection, on dirait, non? C'est toujours la question d'un artiste, dans ce cas-là, un homme, qui performe, qui fera la performance ou bien va se transformer en femme et dans le cadre de ce spectacle, surtout lié au milieu LGBTIQ+. Hein? Et je le dis comme ça parce que si on voit, il n'y a pas vraiment de recherche sur la question de drague du point de vue sociologique au Chili. Et la plupart de matériaux sont toujours liés à on dirait, de recherche des journalistes, par exemple, certains projets artistiques, hein, comment, des métiers, pardon, d'art plastique, de la représentation, voilà. Et donc, la plupart du temps, la question de drag queen est présentée dans ce type de transformation, non? Comment on passe de la représentation, comment on arrive à représenter
une femme en tant qu'homme, non? Et, et en effet, ce que je vais un peu oublier, c'est que récemment, on utilise au Chili le mot drague pour décrire ou pour se faire référence à ce type d'expression artistique. Jusqu'à les années 2010-2015, plutôt, le mot qu'on utilisait ici au Chili, c'était transformisme, transformista, non? C'est l'idée de, c'est une manière de dire toujours, c'est une transformation, non? Et c'était aussi une manière de distinguer les artistes des travestis, non? Faire la différenciation entre travestis et transformistes. Et alors, le mot drag s'est récemment incorporé au vocabulaire des artistes et aussi des personnes qui vont avoir des spectacles. Mais tout le temps, on voit que la référence ou la manière de s'approcher à la question du drag, c'est la transformation du genre. Oui? Comment on passe d'un genre à l'autre. Hein. Et je devrais le dire maintenant, je suis intéressé sur la question des drag queens. J'étais, pardon, centré, ciblé sur la question de drag queen parce qu'il y a vraiment une inégalité du point de vue de genre. Non? Même s'il y a des artistes drag king dans la scène un peu underground à Santiago, et c'est vraiment inégal le nombre de personnes impliquées. Donc, je suis dans ces cas-là pour des raisons assez éthiques, non? Centrées sur les questions de drag queen. Non? Pourquoi? Parce que j'étais intéressé à voir un peu la transformation, mais pas du côté de genre, mais plutôt du côté de la transformation de ce métier. Non? À mon avis, c'était intéressant de voir le drag, la performance de drag du point de vue de métier. Qu'est-ce qui se passe pendant les dernières 3 décennies au Chili pour expliquer un peu la transformation de métier qu'on a vu dans le pays. Vous voyez, à ce moment-là, il y a 2 photos qui sont placées l'une à côté de l'autre. La première, c'est une artiste qui était assez connue dans les scènes locales dans les années 90. La dernière, c'est une artiste connue maintenant, après les années 2030. Et la première, hein, qui représente, on dirait, une expression de genre féminine assez traditionnelle par rapport à la deuxième, non, qui c'est, on dirait, entre guillemets, une femme barbue, s'est placé le premier spectacle dans le cadre d'une boîte gay à Santiago, appelée le Fausto, et tandis que la deuxième, c'était un spectacle dans le cadre de mariage, du fait de mariage hétéro dans le sud du pays. Hein. Donc, un espace assez improbable pour la première artiste, on dirait. Et on voit cette espèce de, comment dirais, massification, entre guillemets, de ce spectacle drag qui surpasse ou dépasse la frontière de cet espace LGBTIQ et des bars gays ou des boîtes gays dans les villes chiliennes pour s'éparpiller un peu partout dans des différents espaces. Et aussi la transformation de l'expression de genre. Hein. C'est pas, c'est de plus en plus fréquente, on dirait, de voir des fracs barbus dans les spectacles de Santiago. Tandis que ce type de manifestation, c'était toujours impensé dans les années 90. Non? Et donc, pour moi, ce n'est pas la question de la transformation ou le passer d'un genre à l'autre, mais toujours, c'est d'un type de métier à l'autre. Non? Comment ce type de changement de la matérialité et surtout les codes de genre, la dimension symbolique associée au drag. Pourquoi? Et pour moi, c'est intéressant de comprendre la question de l'agence individuelle. En tant que sociologue, pour moi, c'est toujours un champ d'intérêt. Et de ce point de vue, c'est possible de se positionner un peu en distance, on dirait, de cette affirmation qui était menée, pas seulement, mais on connaît que c'est les mots de Judith Butler quand elle pensait la question de drag. Cette idée que le drag peut bien exprimer cette réitération stylisée du genre, non? Et alors montre bien cette disposition performative. Mais si on
on s'installe plutôt sur la question de l'agence individuelle et comment les gens peuvent décrire leur processus de socialisation, la manière de penser son propre travail, par exemple en tant que métier. On arrive à voir que les DRAC n'est jamais déconnecté hein, de la manière dont le sujet lisse leurs possibilités et leurs limites hein, à un moment et dans un espace donné. Donc, il y a une espèce de complexité, cette espèce de réitération stylisée. C'est aussi une réitération stylisée qui est liée à des conditions matérielles, à des champs symboliques qui sont disponibles dans certains espaces et dans certaines communautés. Et en même temps, ça c'est lié à certaines opérations, on dirait, personnelles, non, de représentation du genre, une espèce d'histoire qui est aussi située. Il y a toujours, parce qu'on pense du côté de l'imitation, il y a toujours une origine, non? C'est la première femme que j'ai invitée, pourquoi je fais ça, comment je peux expliquer ce choix, par exemple. C'est des choses que ont aussi un positionnement historique, non? Avec une espèce de... C'est pas seulement la répétition hein, et la réitération. Il y a une espèce de situation, une compréhension située. Et donc, de ce point de vue, on peut observer les processus, comment dire, c'est focalisé, hein, c'est ciblé sur le processus de socialisation qui opère dans la scène de drague, non? Et à partir de là, mieux comprendre les actions et l'agence individuelle. Non? C'est ça, dans mon cas, l'intérêt du sujet. Pourquoi? Parce que, le cas, comme je le disais, dans le cas chilien, les transformations matérielles et des normes socioculturelles de genre produisent un nouveau contexte hein, pour comprendre les caractéristiques de travail et pour addition, on dirait aussi comment les gens travaillent sur eux-mêmes autour de la question d'expression du genre. Non? Et je maintiens cette idée que le drag, c'est d'une certaine manière une espèce de miroir hein, qui est à la limite des normes sociales de genre au Chili. Comment a été mené ce projet? Je vous présenterai les résultats liés à une partie du projet. C'est un projet qui est déjà fini, mais aujourd'hui, je serai centré sur la question des entretiens, hein, les résultats des entretiens. On était conduit 22 entretiens et 16, 16 artistes et 6 propriétaires de bars et des événements tous réalisés dans la ville de Santiago et dans la ville de Valparaíso, c'est la deuxième ville de Chili et le port principal du pays, entre janvier de 2021 et janvier de 2022. Hein. C'est dans le contexte, ça a commencé le projet dans le contexte de la pandémie. Non? Et après, on a conduit des autres techniques. Le projet considère aussi des entretiens autour de la question de la photolicitation avec certains artistes qui ont fait partie de cette 16 artistes au début, et aussi de focus group autour avec des personnes qui consommaient, hein, qui regardaient donc, et ce spectacle de drag, hein, des personnes qui ont été socialisées, des spectateurs qui connaissaient les scènes drag et des spectateurs qui ne les connaissaient pas. Mais aujourd'hui, je serai centré surtout sur la question des entretiens, des artistes et des propriétaires. Dans tous les cas, ce sont des individus âgés entre 25 et 58 ans. Et dans le cas des artistes, le critère d'inclusion, c'est qu'ils devaient garder leur personnage actif au cours de 3 dernières années. Et pour penser ça, c'est-à-dire qu'ils fait des performances dans l'espace public et qu'ils recevaient une rémunération pour cela, pour se centrer sur les questions de métier. Non? Donc, tous les types de drague qui y est lié, par exemple, à la question des espaces universitaires, de protestation, étaient un peu mis à côté dans cette partie du projet. Et dans le cas des propriétaires, c'était des personnes qui prenaient des décisions sur le spectacle. Hein, qui sont les personnes qui disaient on peut présenter ce type de spectacle, on ne le peut pas. Donc, c'est important de dire aussi que dans le cadre de projet, ces artistes 13 étaient des artistes cisgenres, cisgenres. Une artiste se définissait comme non-binaire et deux artistes étaient des femmes trans hein, qui avaient commencé leur trajectoire en tant que des hommes cis, mais ont fait cette transition de genre autour des dernières années. Et alors, je reste sur les résultats sur 3 points principaux. Le premier, sur la question de la socialisation de DRAC.
Les deuxièmes sur la question des formes de discrimination que sont dans les métiers. Et les troisièmes sur la question de la construction d'une singularité. Dans le premier cas, sur la question de la socialisation de RAC, je devrais dire, remarquer qui, dans le cas du Chili, comme ailleurs, cette socialisation opère par la transmission de la connaissance d'un métier et des types de compétences spécifiques formées. Il y a une espèce, toujours ça existait, c'était intéressant de voir comme dans les années 90, par exemple, ça existait une espèce d'école, entre guillemets, pour s'initier dans le métier. Et alors, il avait toujours deux artistes qui occupaient la place d'une espèce de marraine, non? Et c'est un peu la reproduction de cette idée de mère dans les houses, non? Du voguing, etc. Oui, c'est un peu pour utiliser une analogie. Mais pour les artistes avec des trajectoires plus longues, c'était toujours présent dans leur biographie professionnelle, cette existence de formes d'initiation et de socialisation particulières qui étaient conduites pour des personnes concrètes. Oui? Des anciens artistes ou des propriétaires de bars qui faisaient un peu l'initiation et qui transmettaient ce type de connaissances et toujours le type comment dire, de discipline liée à la performance du genre. Non? Contre, avec comment dire, la disponibilité, la meilleure disponibilité des plateformes hein, et surtout l'introduction, la pénétration d'Internet dans les pays. Le Chili, c'est un pays avec une grande pénétration d'Internet et de ce type de technologie. En Amérique latine, c'est le pays plus connecté, on dirait. Non? Donc, la question de la formation, l'auto-formation, je ne sais pas si le mot en français c'est autodidaxie, c'était dit plus que sur ça, mais je cite un peu, mais c'est l'idée que la personne se forme elle-même, non? À travers de tutoriels sur YouTube, à travers de pages sur Internet, des communautés. Donc, c'était hyper intéressant de voir comment ces espèces de rites d'initiation sont de plus en plus moins importantes eux-mêmes, sont disparus. Je peux raconter cette histoire, comment les artistes plus anciens me disaient toujours, moi, j'étais vraiment initié sur le track le jour où le reste comment dire, de l'équipe, non? Par exemple, à casser mes talons ou à, comment dire, à brûler ma perruche. Donc, je dû passer sur la scène sans mes outils, non? J'ai dû improviser. C'est une manière de continuité de la hiérarchie et une espèce de rite d'initiation qui était hyper importante. Ça, de plus en plus, est disparu. Et donc, ça transformait aussi les hiérarchies liées à la transmission de ce type de connaissances. On n'a pas besoin de la même manière qu'avant de cette transmission des connaissances des anciens artistes. Non, il y a de plus en plus de manières. Même, ça existait une espèce de sécrétisme, on dirait, sur la transmission des connaissances qui était hyper important dans les premières décennies de cette recherche, avant l'année 2000. Par exemple, on peut le voir comment les artistes étaient obligés à rester cachés de l'œil public. Même dans les boîtes, par exemple, ça existait des portes spéciales pour eux, hein, pour que les personnes ne voient pas qui était l'homme devant la femme. Et maintenant, on voit c'est tout au contraire, on voit comment les personnes, les artistes rares se maquillent sur YouTube et ils prennent des photos avec les assistants dans soirée, etc. Alors, il y a une espèce de rapprochement qui est nouvelle, qui est nouveau, pardon. Et donc, ces espèces de rites d'initiation sont changées et sont disparues. Deuxièmement, l'importance donnée à RuPaul Drag Race, si on étudie le drag maintenant, on forcément doit passer sous l'impact de RuPaul Drag Race, que j'imagine que vous connaissez. Et je sais que même au Canada, il y a des émissions, une espèce de, non, des émissions de RuPaul au Canada. Euh, et même si le Chili n'a pas vraiment un RuPaul Drag Race chilien, il avait une espèce d'adaptation qui est passée sur la TV dans son horaire, on dirait, de transmission familiale. Hein, c'est un peu la.
c'est la massification, c'est la présentation assez publique de drag, de cette espèce de reality show. Et RuPaul Drag Race n'a pas vraiment un impact sur la scène locale, euh, en disant que ça existe une espèce de, comment on peut dire, une espèce de convivialité d'entre des différentes formes de comprendre le drag. Donc, il y a des artistes qui se définissent plutôt comme des classiques. Il y a une espèce de nouvel type de drag lié à la RuPaul, non? On dit, ah, ça sont les RuPaul, les filles RuPaul qui sont sur la scène, mais ça existe une espèce de spécialisation. Donc, les formes d'expression précédentes, toujours liées par exemple à la question de l'imitation d'une femme cisgenre, et ça existe encore. Il n'est pas vraiment une espèce d'effacement des différents types de drag. Et alors, ça va dépendre, alors ça devient de plus en plus complexe où les différents types de drag sont placés, non? Quelles sont les personnes qui fréquentent les espaces plus populaires, par exemple, et comment la question de RuPaul Drag Race et les types de drag RuPaul sont plutôt liés à la consommation d'un certain type de spectateurs. La plupart du temps, et gens gays des classes moyennes, par exemple, classe moyenne et classe supérieure. Donc, ça coexiste. Et ça, c'est le monde, la coexistence, non la convivialité. La coexistence des différents types de drag, non? Et en même temps, ce qu'on a vu, c'est l'évolution de la profession de métiers liés à la question de l'art de la parole, ou l'art de parler. De plus en plus, c'est pertinent pour les artistes d'apprendre à parler, non? Et au début, comme je disais, je fais une espèce de la recherche, ça prend les dernières 3 décennies au Chili. Au début, les artistes ne parlaient jamais, hein. C'était sur scène, il faisait son acte, non? Il présentait leur spectacle. C'est toujours l'imitation d'une femme, etc. Et donc, il ne parlait pas. Mais de plus en plus, la question de parler devient pertinente, hein. Soit parce que pendant la pandémie, la plupart des spectacles étaient donnés sur des plateformes comme Zoom, hein, et alors les gens se présentaient, expliquaient des trucs. Soit parce que s'installe cette espèce de espace lié à la question de stand-up comedy. Au Chili, on fait référence à ça comme le café-concert, mais c'est une espèce de mauvaise traduction, mais c'est plutôt le stand-up comedy. Donc, c'est intéressant de voir comment les artistes disaient, OK, il faut apprendre à parler, il faut se présenter, il faut bien choisir les mots, il faut se spécialiser sur certains types d'humour. Et après toutes les manifestations, ça a coïncidé un peu avec les manifestations de 2019 au Chili. Je ne sais pas si vous êtes au courant des grandes manifestations sociales qui ont été place au Chili en 2019, qui ont pu transformer le code de l'humour. Cela dit, par exemple, on ne peut pas se moquer des personnes obèses, par exemple, des migrants, non? Quand on voyait des spectacles les décennies de 2000, entre 2000 et 2010, c'était hyper courant de se moquer, hein, de la différence, on dirait. Même les personnes allaient au spectacle pour être un peu, comment dire, se faire diriger de blagues, hein. Et donc, ce type d'humour a beaucoup changé. Et ça fait partie aussi de la question de la socialisation, l'importance donnée à se moquer de soi-même. Ça me permet d'aller dans le deuxième point sur la question de les formes de discrimination. Si on voit le type d'humour utilisé, les mots mobilisés dans le spectacle drag est lié à la spécialisation des artistes, on voit aussi comment la question de leur autodérision est maintenant privilégiée, non? Et c'est intéressant de voir comment les gens alors doivent raconter des histoires propres, soit des histoires réelles, soit des histoires inventées, non? Mais c'est l'idée qu'on présente une personne, c'est une, comment dire, c'est une entité, hein? C'est une entité sur scène. Donc, ces personnes sont obligées, les artistes sont obligés à créer des histoires, non? De raconter qui ils sont. Et donc, on a la possibilité de se moquer de soi-même. Et on voit comment dans les spectacles de stand-up, les artistes interagissent moins avec les publics comme auparavant, hein. Je disais, OK, au début, il n'y avait aucune interaction. Après, ça commence un peu le stand-up, mais avec des interactions avec le public et la dérision des autres. Et maintenant,
ça devient de plus en plus l'idée de stand-up et les personnes qui se moquent de soi-même ou qui racontent des histoires. Néanmoins, ça persiste une hiérarchisation professionnelle liée à la trajectoire. Les artistes plus anciens demandent le respect, non, pour la trajectoire, pour le moment politique où ils sont initiés la pratique de drague, etc. Mais en plus, lié à la capacité d'intégrer les nouvelles technologies pour performer le genre. Non. Et comment dire, c'est-à-dire par exemple, les anciens artistes sont valorisés s'ils sont capables d'aller sur Instagram, non? Maintenant, s'ils sont capables de produire de transmissions sur YouTube, de faire des TikTok, non? Et comment c'est intégré ces nouvelles technologies pour la création et la reproduction de personnages, et c'est de plus en plus important. Donc, c'est pas seulement le valeur, pardon, la valeur, désolé, liée à la hiérarchie et à la trajectoire, non? Mais plutôt, ces hiérarchies ou le respect des anciens artistes est lié aussi à sa capacité d'intégrer de nouvelles technologies. Et encore une fois, non? La pénétration des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, c'est hyper important dans les côtés chiliens. On le voit dans les statistiques, le type de consommation de plateformes, c'est bien important. Donc, ça a des effets concrets sur la manière de se présenter, non? Et comment l'artiste doit dépasser l'ancien espace fermé du quartier gay, par exemple, pour aller ailleurs. Et même si cette pénétration de nouvelles technologies est liée à la transmission et à la communication, il y a aussi des pénétrations de technologies pour la performance du genre. Euh, pour moi, c'était hyper intéressant de voir l'effet qu'il y a eu AliExpress sur le métier local. Donc, oui, parce que avant, c'est toujours, il fallait que les artistes faisaient aussi un peu l'artisanat, non? Ils fabriquent le propre talon, le vêtement, etc. Les perruques, c'était hyper compliqué à trouver. Mais maintenant, il me disait, oui, voilà, peu importe si je pars de ma perruche ou ouais, si quelqu'un brise mes talons, je peux faire l'achat sur AliExpress et dans 2 semaines, ça va arriver, non? Ça explique aussi la disparition de cette espèce de rythmisation que je racontais, non? Et les maquillages, par exemple, la disponibilité des nouvelles matériaux, ça a aussi transformé la question du rack. Mais en même temps, comme ça existe des technologies pour modifier en permanence le corps, parce que le prix, par exemple, de chirurgie a baissé, donc c'est plus facile de modifier le corps. C'est intéressant de voir aussi comment cette espèce de distinction entre les transformistes, les travestis, persiste sur cette idée que il faut performer un autre genre, mais il ne faut pas transformer le propre corps, non? Donc, si quelqu'un veut transformer son corps de manière permanente, c'est intéressant de voir comment, pour la plupart des artistes, ça s'installe la question est-ce que cette personne sera finalement une personne trans, non? Et, et dans certains cas, c'était vraiment important cette espèce de préjugé, non? Comme ça a une limite, il est en limite, hein? Donc, tu peux utiliser toutes les technologies pour modifier ton apparence, mais pas pour modifier ton corps, même s'ils sont également disponibles, non? Et ça a été super intéressant quand j'interviewais des artistes trans et voir les résistances qu'ils ont vécues, non? De part de ses collègues, hein, dans certains moments. Le troisième point, l'idée de la construction d'une singularité. Les jeunes générations mobilisent une rhétorique qui privilégie l'affichage de cette subjectivité individuelle. Au-delà de la capacité de représenter un autre genre. Pour les artistes drag contemporains, c'est plus important de montrer leur création, la création de cet alter ego, non? Et montrer la montrer de façon cohérente. Et donc, imiter ou pas à une femme cisgenre, ça devient de moins en moins important. Elle a moins d'importance que par avant. C'est intéressant de voir comment cette cohérence sur la subjectivité individuelle, de cet alter ego, est présente dans les transmissions sur les réseaux sociaux.
la présentation de soi-même dans différentes plateformes, la création de dialogues, non, pour faire le stand-up comedy, c'est toujours présent un peu comme ça. Et donc, le drag, c'est une manière de montrer le travail individuel sur soi-même. Il y a une métaphore qui est intéressante et même c'est lié à l'article qui est lié à cette présentation ici, qui c'est l'idée de trouver le propre visage, hein. Et quand les artistes drag disaient, oh, je me souviens quand je commençais, j'étais assez moche, non, c'était jamais réussi, et il fallait faire 3, 4 ans de drag pour rencontrer mon visage, non? Donc, vraiment rencontrer comment je veux me projeter, comment ma visage sera reconnu dans différents spectacles, voilà. Euh, et cette idée de trouver le propre visage comme une espèce de culmination, on dirait, de ce processus de travail individuel, hein. Euh, et à ce moment-là, quand le personnage, le drag, trouve son propre visage, euh, c'est vraiment l'idée que oh, mon personnage a acquis une reconnaissance, non? C'est facile à reconnaître. Et c'est important parce qu'on voit que la distinction entre les artistes, c'est lié à hiérarchie professionnelle, non? C'est la trajectoire, la capacité d'afficher le travail individuel sur la question de l'expression de genre, mais aussi pour la capacité qu'ils ont pour participer d'une économie de l'attention. Comme le drag a devenu de plus en plus populaire au Chili et plus massifié, non? Euh, donc, il y a plus de compétences, il y a plus d'artistes. Et il y a des manières de fabriquer un peu les artistes dans différents espaces, plateformes, et compétitions, boîtes, etc. Non? Il y a une espèce d'émergence des artistes assez importante. Et donc, on voit comment les artistes racontent et montrent leurs propres ressources, les propres décisions pour se distinguer. Parce que son existence, hein, sa permanence dans l'œil public dépend de la capacité d'attirer l'attention sur soi-même, non? Et donc, il a des différentes stratégies pour le fichier. Je vous montre certains extraits d'entretien pour bien expliquer ces points-là. Par exemple, on voit ici un artiste, il s'appelle Pelika, c'est la même track qui était au début, hein, et ces photos étaient mises toutes les photos sont mises dans le cadre du projet. Il y en a des archives de photos que je n'ai pas fini encore d'analyser parce qu'il y a pas mal de matériel. Mais par exemple, Bellica disait, je sais que lorsque je mourrai ou que les années passeront, les gens diront, regardez, c'est celui qui porte la barre. Et maintenant, je me sens à l'aise. Lorsque j'ai commencé à remarquer que les gens l'aimaient, la barre, non? Et qu'elle attirait l'attention. Je me suis rendu compte que deux autres avaient également commencé à porter la barre, même la même barre que moi. Donc, la question de la barre qui était résistée, et maintenant, ça devient une espèce de outil d'expression personnelle et de distinction. Même si, comme elle déclare ici, c'est un outil toujours utilisé, de plus en plus utilisé pour des autres artistes aussi. La barre, si au début était une forme de distinction, maintenant c'est aussi une forme d'appartenance ou comment dire, de positionnement dans le métier de drag. Il y a des drags, bien sûr, qui jamais utiliseraient une barre, sauf si les producteurs d'un certain spectacle demanderaient de le faire. Mais du point de vue personnel, ils ne le feront jamais. Ici, c'est l'idée de trouver son visage, non? Julie, c'est l'artiste là, qui est un artiste trans, a dit, non? Il est essentiel de trouver son visage. Et je crois que c'est l'un des processus les plus longs que j'ai eu à suivre. Même si vos traits sont reconnaissables ou non, il est important de vous sentir à l'aise dans votre visage, de sentir que c'est vous qui êtes maquillé et pas quelqu'un d'autre, ou que l'identité du personnage s'aligne sur le visage. C'est vraiment comme le drag, c'est lié à la question de l'expression de genre, bien sûr, la performance du genre, mais c'est pas, comme je disais au début, complètement détaché de la manière personnelle de comprendre la propre position, de comprendre la propre expression, de maîtriser les ressources matérielles, les côtés plus symboliques. Donc, cette idée de trouver le visage, c'est, comment dire, la réussite du travail personnel, non, sur le sujet.
Et on le voit, par exemple, dans le troisième extrait, et elle s'appelle Crystal. Donc, qui montre bien ce déplacement historique, je le dis, cette délimitation à la individuation, non? À l'époque, si vous faisiez de Madonna, vous devez faire le costume de Madonna. Vraiment, il fallait le fabriquer. On le voyait dans le vidéoclip, il fallait fabriquer ça. Maintenant, on peut l'acheter. Aujourd'hui, c'est pas le cas, non? Pardon, aujourd'hui, c'est le cas, mais ce n'est pas obligatoire. C'est mon personnage qui joue Madonna, ne fait pas l'imitation de Madonna, non? Donc, c'est important alors, comme on le voyait dans l'extrait précédent, de trouver le propre visage pour que le gens arrive à reconnaître que c'est toujours Crystal qui fait de Madonna, non? Et Crystal peut aller faire Katy Perry après, ou qu'ils peuvent présenter en tant que Wassa, que c'est une femme à la campagne au Chili, et oui, imiter quelqu'un, un artiste brésilien, c'est pas quoi, mais c'est hyper important qu'on voit que c'est toujours Crystal qui est derrière ça, comme auparavant. Donc, on passe de jouer Madonna à et ne pas limiter, non? C'est mon personnage qu'on dit que joue, non? Lorsque vous allez chez Fausto, Fausto représente un peu, comme on le voyait dans la première photo, non? La représentation où le lieu où le drag trop traditionnel est toujours présent. Et vous vous personnifiez peut-être, mais il existe d'autres espaces où vous n'avez pas besoin de le faire pour être un artiste. Donc, à mon avis, cet extrait montre bien cet déplacement sur la question de l'imitation vers l'individuation et donc les processus de socialisation explicites et implicites situés dans l'espace du drag, non? Et alors, comment les artistes prennent des décisions. Mais comme on a vu, c'est de plus important, de plus en plus intéressant de voir cette idée que le drag montre le travail personnel. Et ça me permet, et cette photo, je la présente précisément pour vous montrer cette idée que l'artiste travaille sur son propre visage, non? Il y a des outils à utiliser, même de la nourriture, non? Il faut se nourrir. Et ouais, comment c'est toujours une espèce de travail de l'individu en face à un miroir mais même si c'est un miroir, c'est le miroir de, comment dire, c'est le reflet, non? De soi-même. Avant de passer au public, c'est important de se travailler. Et cette, comment on dit, peut dire, camerino, non? Comme le caméra. On dit cet espace ici, mais dans ce cas-là, cette station de travail, on dirait, avant, elle était complètement fermée à le public. Maintenant, c'est de plus en plus ouvert. Parce que même, elle pourrait être là avec une caméra, un petit, non? Un portable, montrant comment elle se maquille, etc. Et donc, euh, pour conclure, pardon, je dirais deux choses, non? Comment les questions générationnelles, la classe sociale, hein, et c'est important, j'ai oublié de dire, la présence des personnes avec des études supérieures dans le métier de drag, c'est important maintenant. Avant, c'est toujours des artistes qui avaient de l'éducation classique et pas des études à l'université, parce que maintenant, il y a des étudiants universitaires qui font de drag, non? Des professionnels qui font de drag. Alors, et ce type dans le cas chilien, c'est bien lié l'éducation à la classe sociale, à la reproduction de la classe sociale. Donc, les questions générationnelles, la classe sociale et le choix des espaces de travail peuvent différencier et même spécialiser la pratique du drag, non? Et c'est pas seulement la reproduction stylisée, non? Du genre, mais aussi des choix. Il y a la question de choix, il y a des questions de trajectoire qui sont importantes et qui rendent plus complexe ce métier. Aujourd'hui, les stratégies de différenciation sont de plus en plus basées sur les étapes qu'un individu franchit dans son caractère, comment ils peuvent montrer qu'ils peuvent être toujours en actualité, en attirant l'attention, en maîtrisant les nouvelles technologies disponibles, etc. Et à la fin, montrer le travail de l'individu sur soi-même. Et deuxièmement, et à mon avis, c'est intéressant de voir ça parce que ça me permet de penser aussi comment ça se passe au-delà du métier de drag, comment les sujets sont confrontés à des niveaux de filles dans la construction d'une biographie individuelle, et en particulier dans le cas d'un personnage dont le succès dépend de sa capacité d'attirer l'attention.
euh, on pourrait dire, du point de vue de l'économie d'attention, tout le monde maintenant est un peu demandé hein, à se montrer cohérent dans certaines plateformes, non? C'est une exigence sociale répandue. Ainsi, les processus d'individuation révèlent des formes de reproduction, mais aussi la production de normes sociales et surtout la capacité d'augmenter la propre et singulière expression de genre. Donc, ce n'est pas seulement montrer un spectacle, monter cette dimension spectaculaire de la performance de genre, mais on peut arriver à le faire en même temps qu'on est capable de montrer les choix, une narrative, un discours sur pourquoi, par exemple, je suis une femme barbue, pourquoi je peux faire de drague dans des mariages hétéros, pourquoi je me présente seulement dans des quartiers populaires, pourquoi j'essaie de représenter toujours des femmes populaires, un répertoire de femmes populaires dans des spectacles, pourquoi j'arrive à me transformer dans un, je sais pas quoi, un insecte, non, sur la scène, non? Et donc, ce type de choix, la manière de montrer le corps, la manière de choisir les chansons pour faire des lip sync, la manière de raconter des histoires dans des cadres de stand-up, et en sachant que c'est toujours un métier pas seulement confiné à des espaces gays ou LGBTI, donc demande de plus en plus cette idée de exprimer, non, d'argumenter pourquoi mon expression de genre est telle qu'on voit euh, sur scène, non? Et donc, euh, voilà, je finis tout le monde en vous montrant cette réflexion sont présentes dans cet article-là, qui est publié pour la Sexuality and Culture, qui reprend aussi cette métaphore de trouver le propre visage, non? Et c'est le premier d'une série de publications liées à ce projet-là que j'espère futur avoir la possibilité de vous montrer et socialiser, non? Je suis toujours disponible pour des questions. Et voilà, on a le temps, je sais pas, pour un peu discuter. Et merci beaucoup pour votre attention.